La conscience éclairée, une série de podcasts pour aider à s'extraire des pièges de la matrice sans difficulté. Présenté par Arwen de la Réau. Bonjour mes amis, de nouveau Arwen de la Réau avec vous pour concrétiser la réalisation de ce que je vous avais promis il y a une semaine, voire 10 jours, c'est-à-dire la seconde partie d'un podcast qui vous avait beaucoup intéressé et qui s'intitulait Neutraliser la relation dans la manipulation perverse. C'était la première partie, nous allons faire la seconde partie aujourd'hui, dans laquelle je vous disais que je souhaitais peut-être vous donner des détails un peu plus techniques en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça, par rapport au comportement de ces êtres, et surtout ne pas les stigmatiser, parce que quand on commence à stigmatiser ces gens, ou ces situations, je répète bien que la manipulation perverse, ça n'est pas simplement une caractérologie, mais c'est également la base, et c'est surtout la base des comportements de la matrice, puisque c'est organisé par la conscience archontique, et que, alors la conscience archontique, c'est un terme générique, qui évidemment englobe le concept de tout ce que sont les dracos, les reptiliens, ce que furent les gris, les orions, et toutes ces familles qui ont colonisé la Terre, ces familles non organiques, je répète bien, ce ne sont pas des humains, ce sont des êtres galactiques, mais des êtres de très très funeste direction, puisque ce sont des êtres non organiques qui sont des colonisateurs et des prédateurs. Donc leur but n'a jamais été autre que de nous briser, de nous exploiter et de, comment dirais-je, exploiter la Terre dans tout ce qu'elle a, toutes ses richesses, mais aussi l'épuiser, voilà. Puiser dans les richesses, mais les épuiser. Et puis quand c'est fini, on s'en va et on va coloniser ailleurs. Mais d'ailleurs, ils ont déjà colonisé ailleurs. On n'est pas là pour regarder ce que c'est. Vous avez suffisamment de documents et de manières de vous documenter aussi. Par rapport à ce phénomène, on me demande toujours de dire qui sont les archontes, mais écoutez, moi je suis un messager de la parole christique. Après, je ne suis pas là pour reprendre les choses au niveau de la base, comme si vous ne saviez rien. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle de ça, et il y a différents supports, le net est vaste, pour comprendre ces choses et s'y intéresser, en faisant soi-même ses tris, ses sélections, par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous montre, parce que concernant ce domaine, il y a à boire et à manger, tout dépend par qui c'est desservi aussi, et pour quelle raison, parce que ça fait aussi partie de la conscience archontique qui a été infiltrée dans tous les domaines. Nous sommes très peu de messagers sur cette terre à vous délivrer des informations neutres. L'information, c'est neutre. Voilà. C'est pas orienté. En tout cas, moi, je ne vous oriente pas du tout. Je vous dis ce qu'il en est. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Je répète que je suis responsable de ce que je vous dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous interprétez, ni de ce que vous comprenez à partir de ces discours qui vous sont diffusés. Ça, c'est vraiment, je me heurte à ça depuis des années,
les personnes qui ne comprennent pas ou qui comprennent avec, on va dire, un niveau de conscience relativement peu élevé et qui posent des questions qui n'ont rien à voir avec ce qui a été dit ou qui m'imputent le fait d'avoir dit des choses ou de ne pas avoir dit des choses, enfin bref. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, je m'adresse quand même à des personnes qui sont là qui ont fait du chemin déjà et qui ne sont pas là pour décortiquer, pour disséquer et pour comprendre ce que ça leur donne ou pas. Je veux dire que vous êtes là non pas pour écouter un discours, vous êtes là pour entendre des événements et des éléments qui sont de nature à vous faire progresser dans vos propres vies. Donc c'est à vous à faire ce chemin d'évolution. Si j'en suis arrivée à pouvoir vous mentionner cela, c'est parce que j'ai fait un chemin d'évolution. Et pourquoi je le dis avec une telle neutralité? Eh bien parce que justement ce chemin a été accompli. Mais les éléments que je vous desserre, et qui ne sont pas les miens, encore une fois, ça n'est pas la personne qui s'exprime là, jamais. Dans le travail qui m'est donné de faire, dans les diffusions qu'il m'est donné de réaliser, ça n'est jamais l'humain qui s'exprime. Après, si c'est l'humain qui entend, forcément il interprétera de façon humaine et me reprochera des choses qui n'ont pas du tout été dites. Et c'est tout. On m'imputera des défauts qui, voilà, au niveau où je vous fais ces podcasts, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a rien. Les choses sont ce qu'elles sont, vous en faites ce que vous voulez, c'est pour vous permettre justement de faire ce chemin et d'avoir ce même regard sur la vie et sur le monde de manière tout à fait détachée. De ne plus justement être dans cette manipulation perverse parce que il faut tout de même bien comprendre que tout le monde, sans exception, a été à un degré différent un manipulateur pervers, soit pour les autres, mais également pour soi. Et ça, c'est pas de notre faute puisque nous avons été ainsi conditionnés et puisque c'est comme ça que l'on nous a orienté et implanté. C'est la manière dont on se comporte sur cette terre. Nous sommes des manipulateurs pervers. Donc vous voyez là, on n'est pas en train de justifier quoi que ce soit ou de cautionner qui que ce soit. On explique juste que ce qui est et comment on peut s'en départir. Parce que le manipulateur pervers, croyant contrôler ses actes, et sans se douter qu'il soit affaibli lui-même par des mécanismes intérieurs autodestructeurs, eh bien, il ne peut s'en référer qu'à des réflexes conditionnés, et ces réflexes conditionnés sont toujours prêts à fonctionner. Ça, c'est comme ça qu'on nous a élevés, c'est comme ça qu'on nous entraîne à continuer la vie. Donc l'auto-sabotage sévit de manière extraordinaire avec une déconcertante duplicité pour soi et pour les autres. L'ensemble de nos ressentis menteurs contribue à l'éducation involontaire et falsificatrice de nos fonctions physiologiques. Parce que bien entendu, tout ça a un contre-coup sur notre physique. Nous payons le prix de l'impact originel sur notre cerveau par la détérioration de notre qualité de vie. Alors, que nous soyons tristes, anxieux, désarmés, ou bien inconscients, comblés, joyeux, c'est souvent de la joie artificielle d'ailleurs, mais peu importe, notre corps répond en s'accordant aux stimuli, aux influx neurologiques et hormonaux qu'il reçoit. C'est pour ça que la manipulation perverse est très importante parce qu'elle impacte notre vie et nos réactions. Et ainsi, très tôt, nous apprenons à respirer, à digérer
et à nous tenir selon des modalités correspondantes à notre état d'esprit. Le cerveau enregistre ses programmations comme étant justes, conformes à la nécessité de survie, puisqu'on est uniquement là-dedans, on nous apprend à être uniquement là-dedans. Et donc le cerveau entérine cela sans altérer quoi que ce soit, jusqu'à ce que l'individu accepte un jour de consciemment lever l'étau. Nous l'avons déjà dit, l'être humain est élevé dans une sorte d'hypnose collective. Et n'ayons pas peur des mots, et quand on est sous hypnose, on ne se rend pas compte qu'on est sous hypnose, et on fait les choses comme on croit qu'elles ne peuvent être différentes. Et pour lever l'étau, justement, il va falloir procéder à la déprogrammation cellulaire mentale, au mépris de laquelle aucune amélioration, aucune libération ne saurait être envisageable, et aucune paix intérieure possible, évidemment. Quand je parle de déprogrammation cellulaire mentale, je parle de libération, de lâcher prise, de libération de ce faux personnage que l'on nous a imposé et que nous nous sommes dépêchés de construire et d'alimenter sans arrêt. C'est ça la déprogrammation, c'est véritablement arrêter de croire que nous ne sommes pas capables, que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas droit. Arrêter d'être dans cette prostitution. Alors, c'est pas pourquoi, je sais pas, le mot vient là. Eh ben oui, parce que la prostitution, ça fait aussi partie du terrain de la conscience archontique. Cette prostitution, c'est-à-dire nous vendons pour mendier un peu d'amour, un peu de reconnaissance, et pour ça, nous sommes capables de nous faire humilier, bien que nous ayons cette souffrance. Il n'empêche pas que nous sommes capables de marcher sur beaucoup de choses de nos trésors intérieurs, en croyant que nous avons quelque chose à gagner dans cette société. Et c'est bien là-dessus justement que ça fonctionne, puisque nous allons voir tout à l'heure que le mode de fonctionnement de la manipulation perverse perdure à partir du moment où la personne ne peut pas se détacher parce qu'elle croit qu'elle a quelque chose à perdre. Et ça, c'est vraiment la charnière. On va y revenir. Donc, dès le plus jeune âge, nous apprenons à devenir notre propre manipulateur pervers. Ça, c'est la première chose à savoir. La dénomination, donc, de manipulation perverse ou encore de domination perverse est un terme générique, je l'ai dit il y a un instant, qui recouvre une typologie comportementale singulière et elle est référencée dans les index officiels de la psychiatrie. Mais c'est pas uniquement ça. Il n'est pas nécessaire d'être pathologiquement étiqueté pour en exprimer les caractéristiques de cette pathologie. Parce que de toute façon, oui, c'est une forme de maladie mentale, je l'avais dit dans le premier podcast et je le répète. Mais, encore une fois, cela s'exprime à des degrés différents. Et cette pathologie se manifeste indistinctement chez les personnes, mais également plus symboliquement au travers de circonstances qui créent alors un climat de domination perverse. Encore une fois, je reviens sur ce qui a été dit sur le premier podcast. Beaucoup préfèrent dire pervers narcissique, quoique ces termes désignent ensemble la même anomalie comportementale, mais tout dépend de quel point de vue on se place pour examiner la situation, dans l'intérêt du malade, si on espère le récupérer, ou dans celui des crédules qu'il soumet. En aucun cas, il n'y a de perversité narcissique. Narcissique veut dire qui se regarde, qui est dans l'ego au point de comment dirais-je, de n'aimer que soi,
mais aimer au sens matriciel. Donc c'est faux. Justement, ce qui manque à un pervers dominateur, c'est qu'il ne peut pas s'aimer. Il ne peut pas s'aimer d'amour divin, parce que sinon il guérirait tout de suite. Ce qui manque, ces gens sont tellement vides à l'intérieur qu'ils sont devenus des pervers narcissiques, mais ce qui leur manque justement, c'est de pouvoir se regarder avec la vérité qu'ils sont. Donc on ne peut pas parler de narcissisme là, c'est impossible. Ça c'est encore une version, je répète, des psys, parce que les psys sont... ils travaillent pour les archontes, et par conséquent, ils ne peuvent pas démolir cela. On est obligé de trouver quelque chose qui soit adoucissant. Mais la vérité est bien différente et elle se place tout à fait ailleurs. Donc, un manipulateur pervers ne saurait retrouver un équilibre sincère et durable que dans l'hypothèse où il accepte et où il ose affronter la nature de son mal en toute conscience et en toute humilité, ce qui représente en soi une gageure puisque ça n'est pas possible. Dans l'hypothèse où il comble son déficit identitaire par reconnaissance de son être unifié, cet être unifié sur lequel il peut s'appuyer en toutes circonstances, dans cette hypothèse, oui, on pourrait accepter une guérison, mais ça n'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire que là, l'être deviendrait un être entier, ne redouterait plus de se positionner tel qu'il est, il n'attendrait plus rien de l'extérieur s'il était relié à la conscience de sa vérité. Mais ces gens ne peuvent pas, c'est impossible. Ils ne le peuvent pas. Sinon, ils ne seraient plus manipulateurs pervers. C'est pas possible. Alors, pour avoir vécu, bien entendu, aux côtés de deux fameux spécimens, on va dire, parfaitement illustratifs du fléau que cette disposition impose à autrui, eh bien, je choisis délibérément de décrire le manipulateur ou le dominateur. Je crois ainsi pouvoir mieux rendre service à toutes les personnes qui demeurent sous emprise, et il y en a beaucoup, et quelquefois même sans s'en rendre compte, puisque j'ai dit que cette manifestation avait des degrés, et quelquefois ce sont des degrés extrêmement captieux, extrêmement bien déguisés, des aspects face auxquels on se laisse prendre, et même encore lorsqu'on a fait du chemin, parce que certains d'entre eux sont arrivés à un degré de conscience et de souplesse, d'adaptation à la spiritualité, qu'ils en sont devenus presque honnêtes avec eux-mêmes, et ils manifestent cette emprise sur les autres en ayant la certitude qu'ils sont dans le bon chemin. C'est pour ça que, quelquefois, c'est tellement fortement déguisé, pour eux-mêmes également, qu'on peut se laisser prendre. Évidemment, il y a des détails ensuite qui ne trompent pas. Généralement, la méprise ne dure pas très longtemps. Quand on rencontre des personnes de cet ordre-là, on se rend quand même assez vite compte, parce qu'il y a, comme je l'expliquais dans le premier podcast, il y a des regards, il y a des gestes, des comportements spontanés qui mettent la puce à l'oreille, si j'ose dire. Et puis après, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que, bah oui, finalement, ces personnes sont totalement perdues à l'intérieur d'elles-mêmes, et tellement bien perdues qu'elles n'ont peut-être pas voulu s'en prendre aux autres, mais elles ont tourné les choses sous forme de spiritualité, sous forme de je vais donner la lumière aux autres. Et en fait, les programmations intérieures et la finalité de ce comportement est tout à fait différent de ce que l'on pourrait croire. Mais c'est encore un autre dossier, et celui-ci est tellement plus fin qu'on ne va pas l'aborder maintenant.
je pense donc à toutes ces personnes qui, par méconnaissance de cette typologie, se résignent ou éprouvent les plus grandes difficultés à se détacher. Celles et ceux, par exemple, qui s'accrochent à la moindre réaction du sujet atteint par la manipulation perverse et qui sont suspendus à ce que cette personne va dire et quand et comment elle le dira. Celles et ceux qui ne voient que grandeur, courage ou magnanimité dans tous les faits et gestes du manipulateur qui alors, à ce moment-là, a gagné la partie, bien évidemment. Celles et ceux qui attendent son bon vouloir pour qu'il se manifeste ou qu'il s'exprime et disent « Ah, aujourd'hui on a eu de la chance, il a été gentil, il était de bonne humeur. » Le harcèlement sexuel ou moral au travail, également la violence conjugale, s'inscrivent également dans ce registre. Et quand je dis également, je devrais dire en priorité. Il s'agit de ne pas oublier qu'en cas de pic d'exacerbation aggravé par la prise de produits toxiques, parce que généralement ces gens qui sont, comment dirais-je, ils sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc forcément, je l'avais dit dans le premier podcast, ils sont souvent conduits à aller vers des addictions de toutes sortes. Pas forcément des produits d'ailleurs, mais des addictions de toutes sortes. Et donc, ça donne des choses épouvantables parce que ça va jusqu'à la violence, évidemment. Et là, il y a des drames qui sont vécus tous les jours. Contribuer à informer sur la nature et la détection des signes précurseurs de cette plaie, parce que c'est une plaie, ou encore encourager à l'apprentissage des attitudes pour les endiguer à temps, eh bien, me semble être une démarche capitale que je ne pouvais pas occulter dans le cadre de ces diffusions que je vous envoie. Ce positionnement relationnel est tellement répandu, il est tellement couramment pratiqué, que tous les jours nous rencontrons des manipulateurs pervers à tous les paliers de notre vie et à tous les échelons de la société, et peut-être même avons-nous parfois nous-mêmes joué ce rôle auprès d'autres personnes, et quand je dis parfois, c'est pour être très gentil, parce qu'en fait, on l'a tous fait. Donc, si les manifestations de cette caractérologie demeurent toujours les mêmes, l'ampleur et leur champ d'application diffèrent en intensité. Ça, je l'avais déjà dit, mais je le répète. Le manipulateur pervers agit comme un dictateur parce que c'est un dictateur. Il peut tout à fait impressionner les plus faibles, et principalement ceux dont l'enfance aura peut-être été déjà marquée par les agissements d'un parent atteint par cette déviance. Toutefois, pour qui reconnaît l'articulation vraiment très rudimentaire de ce mécanisme, car il s'agit bien d'un comportement déshumanisé, puisqu'au départ, je vous l'ai dit, ça vient des êtres non organiques. Eh bien, pour qui connaît cette articulation, eh bien, cette catégorie de personnages est parfaitement prévisible. Et dans ce cas, le manipulateur ne représente plus aucune nocivité. Quand on a bien compris où sont les fils blancs et où sont les grelots aux sabots, on les repère à des milliers de kilomètres. Voilà, et ça c'est... Quelquefois, je vous disais, on peut se laisser prendre, parce que c'est vrai que ce comportement a beaucoup évolué avec l'énergie de la société qui évolue. Donc ça peut très bien évoluer, mais attention, ne nous y trompons pas. C'est ainsi que les choses doivent quand même se finir par se comment dirais-je, se confirmer. Et là, ça fait mal quelquefois. Vous savez, on a fait confiance à quelqu'un, on a même eu des rapprochements amicaux ou professionnels puissants ou peut-être plus pour certaines personnes. Et puis d'un coup, on s'aperçoit que, ah ben non, c'était encore enveloppé dans du joli papier, mais
quand on ouvre le papier cadeau, ben, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Ça fait mal parfois de devoir se séparer. Dans ce cas-là, il faut vraiment arrêter net. Ça peut être aussi avec ses propres enfants. Je suis désolée de le dire. J'en ai été moi-même le témoin et l'acteur ou l'actrice. C'est ainsi. Alors, pour reprendre un petit peu ce qu'on avait dit quand même, pour les personnes qui ne prennent en cours que le 2e podcast, les dominateurs pervers souffrent d'un vide identitaire sidéral. Ce sont également des personnes dont l'enfance a été particulièrement éprouvante ou évidée sur le plan affectif et relationnel. Je vous avais dit au départ, c'est un choc émotionnel puissant qui peut aller vraiment très loin. Des individus qui ont été rejetés, contraints ou ignorés par leurs proches entourage familial, et il ne leur a pas été possible d'édifier des bases suffisamment solides pour pouvoir disposer ne serait-ce que d'un minimum de conscience valorisante de soi. Ce sont quelquefois des personnes qui disposent d'un certain talent pour élaborer des projets brillants, destinés à leur ouvrir les portes de la réputation, de la notoriété même, et voire même de la célébrité. Mais si elles viennent à prendre peur, alors qu'elles sont sur le point d'obtenir gain de cause, parfois, elles auto-sabotent inconsciemment la situation, et puis elles accusent le monde entier, et principalement leurs plus sincères alliés ou défenseurs. Ils sont accusés d'être à l'origine plus ou moins précise du crash en question. Alors, enfants, ces êtres ont été relégués à un état d'impuissance tel qu'une fois adultes, ils ne trouvent sécurité et paix intérieure nulle part. C'est toujours factice et illusoire, et ils ne se nourrissent que du sentiment de jouir d'un fort ascendant sur les autres. Ils se perçoivent comme des usurpateurs permanents et se récupèrent en pénétrant instinctivement la faille, la faiblesse, le degré de conditionnement à la soumission chez tous les sujets qu'ils approchent. Alors ça, ils sont peut-être pas forcément intelligents, mais en tout cas, ils ont un sens particulier qui les amène à comprendre d'emblée qui ils vont pouvoir manipuler ou pas. Alors, malgré tout, ils essayent, parce que les plus... ceux qui sont choisis pour abaisser la lumière vont quand même essayer de s'adresser à des gens qui ne sont pas, dans un premier temps, vulnérables. Mais c'est très bien aussi de pouvoir faire chuter la lumière, donc... ma foi, pourquoi pas. Et puis, c'est aussi, encore une fois, ne montrons pas du doigt. Vous savez, ceux qui servent l'ombre sont des êtres qui font progresser la lumière. La lumière ne peut jaillir que de la propre ombre, votre propre ombre. Quand vous avez bien plongé dans des pièges, et parce que vous étiez imbibé vous-même de cette énergie, eh bien, obligatoirement, cela vous oblige à passer le cap. Quelquefois, nous avons affaire à des êtres qui ne sont pas vraiment, je le disais dans le premier podcast, ce ne sont pas forcément des êtres malveillants, malsains, nocifs, mais leur besoin d'exister, leur besoin et puis aussi de vous infiltrer, parce que ils ont besoin de se remplir de votre lumière. Ils ont besoin de se nourrir de ce que vous avez. Et parce que vous avez cette connaissance, ils estiment comme un dû, comme un droit, comme un devoir, que vous leur donniez cette connaissance. Parce que c'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Ils n'ont pas pu trouver par eux-mêmes le chemin. Ils estiment que quelqu'un doit leur donner tout cuit dans la bouche. Les choses, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors,
Voilà, il détecte les failles et les faiblesses des autres, davantage par intuition que par intellection, parce qu'un manipulateur pervers n'est pas très intelligent, comme je viens de vous le dire, et il peut être instruit, mais l'érudition ne garantit pas l'intelligence, évidemment. Alors, les dominateurs les plus redoutables sont généralement les plus incultes, peu ou pas d'études et par conséquent intellectuellement peu développés, ce qui ajoute encore à leur complexe d'infériorité sociale, évidemment. Par conséquent, et puis bien sûr, n'élèvent pas leur niveau de conscience, donc ça va être, dans certains cas, ça peut vraiment donner des brutes épaisses. Hein. Par conséquent, ces individus ont dû développer d'autres facultés, hein, puisqu'ils ne sont pas forcément... donc ils possèdent notamment une très étonnante facilité d'adaptation, et je le répète, de souplesse dans le discours qu'ils doivent emprunter, et les facettes de ce discours qu'ils doivent montrer. Alors ce sont souvent de beaux parleurs, et il leur est relativement aisé de se composer un personnage pour duper les autres. Ce sont des êtres possessifs, au sens strict du terme. Ils ne savent absolument rien de l'amour, et encore moins de l'amour divin, mais déjà rien que l'amour humain, ça ils savent pas, mais ils le cuisinent quand même à toutes les sauces. Et c'est même l'objet de leur amour, entre guillemets, qui devient leur chose, leur proie et leur souffre-douleur. Quel que soit leur degré d'atteinte par cette difformité caractérielle, ils détiennent en commun la particularité de ne pas savoir exprimer leurs émotions, qu'ils ne peuvent ni reconnaître, ni définir, car elles les agressent beaucoup plus qu'elles ne les touchent. Il faut savoir que quand ils étaient enfants, ils n'ont pas pu faire face à l'émotion, puisque cette émotion les desservait, et qu'en même temps, il fallait qu'ils cachent, il fallait qu'ils s'endurcissent quelque part. Donc ils ont été élevés dans l'endurcissement mental. C'est pas de leur faute, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas exprimer des émotions normalement. Et ils ne peuvent pas les reconnaître non plus. Et encore moins les définir, bien sûr. Donc ils témoignent d'une aridité émotionnelle consternante, semblable à celle qui leur a été imposée durant la période où ils tentaient de se construire individuellement. Et c'est pourquoi ils demeurent imperturbables devant la tristesse, la déprime ou l'altération de la santé dans lesquelles ils précipitent et dans lesquelles ils enlisent leurs proches, en réfutant leur part d'implication dans les désastres qui les escortent invariablement. Ces individus sont des prédateurs nés. Ils ne survivent que par l'emprise, le contrôle et les mesures drastiques infligées à leur environnement. Pour les plus intellectualisés d'entre eux, l'emprise n'est pas nécessairement synonyme de violence. Elle est souvent beaucoup plus captieuse et maîtrisée, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle s'exerce par la suggestion de ce à quoi le manipulateur veut faire aboutir sa marionnette. Chacun sait bien que dans un rapport dominant-dominé, la suggestion équivaut à un ordre. Le souhait correspond pour l'autre à l'obligation de satisfaire aux attentes. Et pour rassurer son mode infantile de pensée, le manipulateur voudrait que son monde observe la vie et se comporte comme lui-même, et il prétend bien sûr qu'il va pouvoir partager ainsi. Mais il n'y a pas de partage pour ces gens-là. Et dans un même contexte, le manipulateur ne voit, n'entend et ne saisit pas la même chose que son interlocuteur. Ça aussi, je vous le disais déjà, mais on le répète. Il interprète sur l'instant d'une manière qui lui évite de rencontrer sa blessure profonde. En toute occasion, il vit dans sa bulle d'illusion, et si bien que quelque temps plus tard, quelquefois des années après les faits, le manipulateur stupéfie son entourage abasourdi en portant sur ce dernier des accusations concernant des propos qui n'ont jamais été tenus ou des intentions qui n'ont jamais été conçues dans l'esprit de celui qui, du statut de proche adoré, est devenu l'ennemi à massacrer. Parce que c'est ça.
Vous êtes avec ou contre lui. Vous êtes son allié ou son ennemi. Et quand je dis son allié, je vous le disais la dernière fois, c'est pas l'allié en sincérité, on se sert de vous, on vous exploite. Avec la plus grande sincérité, le manipulateur fait alors dire et penser des choses telles qu'il les a construites et déformées au moment des faits. Et tant qu'on le caresse dans le sens du poil, tant qu'on le rassure en lui confirmant qu'on l'admire et qu'il fait extraordinairement bien toutes choses, vous êtes son ami, son inséparable. Mais ne lui faites pas entendre que le vernis se fissure et que vous commencez à entrevoir ce qu'il veut vous cacher, parce que là, vous allez déclencher sa colère, sa peur, son effroi de devoir révéler ce qu'il estime être sa médiocrité. En situation de couple, l'emprise passe très souvent par la recherche de la domination sexuelle, et quitte à se passer du consentement pour agresser selon la pulsion du moment, s'il s'agit d'un homme, ou pour soutirer quelque chose à son partenaire s'il s'agit d'une femme. Le harcèlement sexuel procède également de cette mentalité. Avant de qualifier un individu de harceleur sexuel, il faut avoir compris que l'on est en face d'un manipulateur pervers. Haut placé dans la hiérarchie professionnelle, ce même type de personnalité condamne des subordonnés au placard avec raffinement et délectation, c'est-à-dire des mises à l'écart non justifiées, suppression des accès aux dossiers sensibles, propagation d'éléments calomnieux, entrave délibérée à l'évolution de l'entreprise, etc., etc., jusqu'à ce que la personne visée craque, supplie pour n'obtenir qu'indifférence programmée et rejet étudié. Et c'est là que les personnes vous disent « j'ai fait un burn-out », bien entendu. Alors, les dominateurs pervers vivent dans la crainte de perdre le peu qu'ils parviennent à s'attacher par l'astreinte, ce qui les rend demandeurs de marques incessantes de respect, de dévotion, de dévouement, d'allégeance, la réaffirmation en quelque sorte, l'aval, si on peut dire, dont ils ont tant besoin pour redéfinir les dimensions du territoire à travers lequel ils peuvent poursuivre leur œuvre, entre guillemets, et avec un petit OE dans l'eau minuscule. Ces personnes redoutent la solitude, elles ne savent pas se prendre en charge ni gérer un budget qui leur soit propre, a fortiori si celui-ci est modeste. Cette indisposition à gérer l'argent se présente comme toute chose dans la vie de ces personnes, c'est-à-dire le tout et son contraire. Elles peuvent gaspiller autant que se révéler avares. C'est la raison pour laquelle elles sont souvent prêtes à se vendre pour éviter ou écourter des périodes de célibat. Les dominateurs pervers veulent tant être sublimés qu'ils en oublient le fait que personne ne saurait aimer l'individu dont on se méfie ou dont on a peur. Les preuves, entre guillemets, de déférence ou de gentillesse qui leur sont adressées ne seront donc que des monnaies d'échange, fabriquées souvent sur mesure, afin de s'octroyer un peu de paix en les laissant se berner avec ce qu'ils voulaient voir ou entendre. Ça, c'est une attitude aussi que malheureusement beaucoup pratiquent dans la vie de tous les jours. Généralement, ces personnes désirent décider de tout, pourvoir en tout et pour tous. Ils prétendent tout prévoir, même l'imprévisible et même l'imprédictible, tout savoir et savoir tout faire mieux que les autres également. Ils critiquent beaucoup. Ils critiquent leurs confrères, beaucoup d'acteurs aussi font ça. Alors, on sait bien que c'est une pratique qui ne se fait pas publiquement. On ne peut pas critiquer quelqu'un d'autre publiquement, mais dans le privé, ça se fait beaucoup. Et s'ils échouent,
ce sont les autres qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas compris la hauteur qu'ils incarnaient. Hein, ça fait comme dans la chanson de Charles Aznavour, moi j'avais du talent, c'est le public qui n'a rien compris. Mais ça, c'est pas que pour les acteurs, hein, c'est pour tout le monde pareil. Alors très souvent, alors ils sont rétrogrades, leur mode de vie s'organise sur le donnant-donnant, le climat dominé-dominant, l'entretien des atmosphères fusionnelles et tendues, on est dans le drama là, complètement, fondé sur l'appartenance, le devoir, la raison, la servitude. Et puis alors, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est dire tu m'as fait souffrir. Voilà, c'est toujours l'autre qui a tort. Il a dit un truc, la personne a fait un truc, bon, elle a dit un machin qui c'était sans importance, mais ils se servent de cette petite chose-là. C'est de ta faute. Tu m'as dit ça, tu m'as fait mal, donc du coup, je m'en vais. Je te cause plus, quoi. Mais c'est piteux et pitoyable. Quand ils comprennent qu'ils ne pourront pas avoir votre lumière et que vous n'allez pas tarder à comprendre ce qui se passe, ce qui se trame derrière leur attitude, ils se saisissent d'un point-virgule dans votre phrase pour vous dire « Ah, ça m'a piqué ». J'ai remarqué également pour ce que j'ai vécu, mais aussi pour d'autres témoignages, il y a des expressions qui reviennent. Quand vous avez affaire à un manipulateur pervers il veut s'en aller avant qu'il soit trop tard. C'est rare, en principe, ils vont jusqu'au bout, mais quelquefois quand même, parmi les plus intelligents ou les plus spirituels, il y en a qui se disent « Oh, je ne vais pas tarder à être démasqué ». Et là, on ne me porte plus sur un piédestal, donc ils se sentent rejetés, ça retourne sur leur blessure primordiale. Et alors là, on emploie des mots qui sont très très significatifs. Par exemple, la personne va vous dire « tu m'as terrassé » ou « tu m'as poignardé » ou « tu m'as tué, tu m'as… » Ah bon? Mais ces mots-là, c'est exactement les mots qu'on employait, vous savez, quand on voulait tuer les vampires. On enfonçait un pieu dans leur cœur. Donc quand la lumière, sans le vouloir d'ailleurs, bien souvent, sans y réfléchir, quand la lumière est passée au travers, elle a brisé quelque chose dans cette noirceur. Encore une fois, à l'insu de ces personnes qui agissent comme des manipulateurs pervers, mais en ne le sachant pas. Je répète, ce n'est pas forcément des gens conscients ou des malveillants. Mais ils ont cette blessure à l'intérieur d'eux-mêmes et ça les fait agir de manière extrêmement… C'est là où c'est très fin. Et là, on vous emploie ces mots-là, et c'est là que vous vous rendez compte, vous dites « Ah bon, moi qui n'avais aucune intention de faire du mal, si la personne prend cela pour le mal, eh bien alors, c'est qu'effectivement, sans le vouloir, vous avez, avec votre propre lumière, percé quelque chose de très noir. » Si ce n'est de très noir, en tout cas de très confus et de très vide. Vous êtes rentré dans son gouffre et la personne ne peut pas le supporter. Donc elle vous dit ça. Ouais, tu m'as fait mal, c'est difficile, on est dans le drama. Alors, ces personnes-là sont animées d'un irrépressible besoin d'appropriation. Il ne suffit pas au dominateur pervers d'acquérir le pouvoir, encore faut-il que l'autre le perde. Il préfère briller et détruire chez l'autre ce qu'il ne peut parvenir à lui soustraire. Voyez? Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on vous dit « tu m'as fait mal, tu es dangereux », on vous accuse aussi peut-être même de ça, de manipulation perverse, parce que ces gens-là ne connaissent que ça.
Et lorsqu'il ne peut plus s'en prendre à l'être humain, il s'attaque à la matière qui touche cet être humain. Tant ce mode d'action compulsif le dépasse. Rappelez-vous, mes amis, il y a quelques années, il y a longtemps, hein, il y a bien 10-15 ans, nous avons assisté, par exemple, à la destruction des Bhoutas de Bamiyan, en Afghanistan. C'est-à-dire que dans l'impuissance à ravir la docilité des personnes, des populations, pour asseoir leur pouvoir, et dans un tel aveu de leur peur d'échouer, eh bien, les terroristes de l'époque s'en sont pris à la pierre, au chef-d'œuvre au cœur de l'homme, dont ils ne pouvaient s'arroger le droit de propriété. Donc ils ont touché à ce qui pouvait briser le cœur des gens. C'est la même chose, hein, c'est la même chose. Quand quelqu'un vous dit, avec qui vous étiez dans un rapport d'amitié profonde, et qu'on vous dit tu m'as terrassé, ou tu m'as tué, ou tu m'as... peu importe, c'est ça. C'est qu'on cherche à vous terrasser vous-même en vous rejetant la faute. C'est toujours l'inversion de la cause. C'est terrible parce que à ce moment-là, bah oui, ils se rendent pas compte, mais ils sont dans la dualité et ils sont en plein dans la matière inversée. Donc ces gens-là sont très très manichéens parce qu'ils sont très infantiles. Et donc le manipulateur pervers considère que le monde est avec ou contre lui, et pour lui, l'autre est soit un instrument, soit un obstacle. À l'instar des règles fondamentales qui régissent le principe vital d'une secte ou d'une idéologie intégriste, telle que la possessivité ou l'art de se rendre indispensable, le manipulateur pervers s'appuie sur le cloisonnement des idées et la claustration de ses victimes. Il devient anxieux si ses proches pratiquent des activités hors de son champ de vision, hors de sa domination dite protectrice. Il refuse également que s'échappent des éléments qui pourraient trahir ou révéler son mode de vie. Tout ce qui se dit et se vit chez nous reste chez nous. Pour ça, quand on a démasqué quelqu'un, ils ont toujours peur qu'on aille en parler ailleurs. Pourquoi tu l'as dit ailleurs? Ça pouvait rester entre nous. On aurait pu s'expliquer entre nous. Ah bah non. Ah bah non, puisque tu ne pouvais pas comprendre. Le manipulateur pervers s'appuie sur le harcèlement moral et le chantage affectif pour demeurer maître à bord. Attention, hein. Ce sont des méthodes similaires employées par le proxénète face à la prostituée. Exactement pareil pour le leader avec son toxicomane. Le dealer, pardon. Oui, j'ai fait un lapsus intéressant parce que ce sont souvent des gens qui veulent se voir comme des leaders, oui. Et la même méthode encore pour un parrain mafieux, hein, pour tenir ses lieutenants à sa botte. Et pour ça, il n'hésitera pas à placer ses proches dans des situations de mal-être, d'humiliation et de confusion mentale. Alors, leur grande marge de manœuvre, c'est quoi? C'est tendre des pièges, détruire chez l'autre ce qu'il n'a pu s'approprier, pousser à la faute et se donner ainsi des motifs de sévir, dénigrer les talents, décourager les ambitions, invalider les capacités intellectuelles des autres, exiger l'impossible de son entourage, se décharger sur lui de tâches ou de lourdes responsabilités qui auraient dû lui incomber, puis n'être jamais satisfait, avoir toujours quelque chose à redire pour vexer ou décevoir. Vous voyez, ce sont des grands axes que vous pouvez repérer. Mais c'est pas fini. Conspirer, ils adorent faire de la conspiration. Construire des intrigues, alimenter la diffamation, diviser pour mieux régner, personnellement contribuer à faire en sorte que se battent les montagnes,
prêcher le faux pour savoir le vrai, pour divulguer des secrets. Ensuite, publiquement déclarer quelque chose d'intime en présence des plus proches, qui, tenus jusque-là dans l'ignorance, découvrent en même temps que tout le monde ce dont ils auraient dû être entretenus avant tous les autres. Ça aussi, c'est une méthode. Autre méthode, livrer à la honte un proche en détaillant haut et fort ce qu'il aurait souhaité conserver silencieux. Forcer à l'impudeur et rendre ridicule. Placer les autres devant le fait accompli. Faire preuve de sans-gêne, délibérément empiéter sur le terrain privé d'autrui, déborder les limites de son intimité, systématiquement s'accaparer ce qui appartient à l'autre. Ça peut se faire de manière, ce que je viens de dire, ça peut se faire de manière extrêmement captieuse aussi. Délibérément empiéter sur le terrain privé d'autrui, déborder les limites de son intimité, systématiquement s'accaparer ce qui appartient à l'autre. On commence par vous prendre gentiment par les épaules, vous mettre des grandes tapes dans le dos, vous appeler mon chéri, ma chérie, mon chouchou, mon je sais pas quoi. Attention, le pied est rentré dans le terrain là. À vous d'être vigilant. Vous pouvez ne rien dire et observer jusqu'où ça va aller, puis à un moment donné, toc, on arrête. Autre méthode, manipuler par la sexualité, pour les applications de laquelle le sujet est, à quelques exceptions près, particulièrement attiré. Autre méthode, systématiquement démentir une vérité ou un fait réel découvert par l'interlocuteur afin de décontenancer l'autre et ne jamais perdre le pouvoir. Ça aussi, c'est très archontique. On vous mélange le mensonge et la vérité. Et quand vous avez découvert le poteau rose, on vous dit non, c'est pas ça. Et on vous donne des arguments et on vous donne des preuves pour mettre le doute. Ne jamais perdre pied. Jamais ils peuvent reconnaître les choses. Autre méthode également, nier l'évidence. Tout combiner pour alimenter le doute, rendre fou, affirmer faux ce qui est vrai et finalement s'interposer en médiateur sauveur sans lequel on se serait senti perdu. Mais c'est pas exhaustif ce que je viens de dire là. Il y a plein d'autres façons de faire. Un manipulateur pervers sait parfaitement jusqu'où aller trop loin, très habile pour entretenir un double jeu et un double jeu. Il est capable de démontrer ostensiblement et souvent outrancièrement altruisme et générosité, confinant à l'abnégation pour l'œil extérieur non averti. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se servent de ça pour dire « je vais vous donner ça, vous allez voir, je vais… » Mais en fin de compte, c'est se servir des gens, se servir de leur faiblesse ou de leur crédulité pour leur dire « je peux vous donner ci, je peux vous donner ça ». Alors ça, vous verrez ça beaucoup malheureusement dans notre milieu spirituel, où il y a énormément de gens qui soi-disant vous donnent quelque chose, mais en fait, personne ne peut rien vous donner, mes amis, personne. Le chemin, vous devez le faire vous-même. Alors oui, je sais, c'est très attractif. Il y en a beaucoup qui voudraient que ça se passe comme ça, et beaucoup qui reprochent à des êtres comme moi, par exemple, d'être soi-disant trop évasifs. Mais je ne peux pas faire le travail à votre place, c'est pas possible. Je n'ai pas le droit et je n'en ai pas envie. Et de toute façon, c'est impossible. Ceux qui vous disent « je vous donne », non. C'est une façon de vous exploiter pour faire leur business, en fait. Alors, ils ne le font pas forcément méchamment ou consciemment, attention. Je ne suis pas en train de taper sur qui que ce soit. Mais je vous le dis quand même, pour que vous soyez un tout petit peu vigilants. Le meilleur accompagnant qui soit, et précisément dans ce domaine, mais de toute façon dans tous les domaines, quand vous voulez aider quelqu'un, ça n'est pas faire à sa place, ça n'est pas lui indiquer, lui mâcher les morceaux, c'est le rendre autonome,
le rendre capable de penser par lui-même, le rendre capable d'avoir accès à sa propre lumière par lui-même. Donc le chemin, il faut le faire. C'est ça que beaucoup de gens refusent de faire. Hein. Ils veulent qu'on leur explique, qu'on leur donne des techniques, qu'on leur donne des moyens. Et après, ils vous disent, bah, vous n'avez rien dit, mais c'est pas... Non. C'est à chacun de faire son chemin. À travers les éléments qu'on peut effectivement glaner à droite et à gauche, bien sûr. Vous comprenez cela. Donc faites très attention à ça parce qu'on va trouver de plus en plus de gens dans ce domaine hein, qui ne vous respectent pas, qui vont vous donner, soi-disant, vous apprendre des tas de choses, vous démontrer des tas de choses et qui en fait ne vous rendent pas autonome du tout. Qui peut-être vous permettent de lâcher 2 ou 3 émotions, mais comme je le dis souvent, à ce moment-là, ce sont des méthodes qui vous permettent d'aller aux toilettes, mais quand on ressort des toilettes, on est quelquefois plus allégé, mais c'est pas ça qui fait de vous un être divin ou qui vous donne la conscience d'être un être divin. En tout cas, moi, mon propos avec vous tous, c'est ça, c'est vous rendre la conscience que vous êtes des êtres divins. Mais cette conscience, c'est vous qui devez l'avoir et c'est vous qui devez la puiser en vous. Et pour ça, il n'y a pas une ligne générale avec des listes à cocher, avec des petites cases. Non, non. Après, chacun s'y prend comme il veut. Hein. Moi, je vous mets simplement en alerte. Je répète que ce sont des informations. Je ne tape absolument sur personne, je ne dénonce absolument personne, parce que ce serait d'abord inutile et malvenu, mais ce serait surtout très subjectif. Et précisément, moi, je veux vous rendre autonome. Par conséquent, je ne fais que vous alerter sur les choses pour que vous sachiez les détecter par vous-même. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais entre le jugement et le constat, la base, a priori, est la même. Sauf que le jugement va au-delà du constat. Le constat met tout par terre. Il regarde les choses et il dit « ça, c'est pas en place ». Après, le jugement, ça vient après, et tout le monde n'est pas obligé de rentrer dedans. Le jugement, c'est après le constat, c'est ça c'est bien et ça c'est mal, et ça on va pénaliser. Ah ben non. Le constat se contente de dire, là, il y a eu une déviance. Et le constater est juste. C'est voir là où la lumière a disparu. Après, juger pourquoi elle a disparu, de quelle façon elle a disparu, et les conséquences qui s'en sont suivies, ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, et ça appartient à chacun de le faire ou pas. Donc, le manipulateur excusez-moi, 1, 2, 3, je recommence. Le manipulateur pervers est incapable de démontrer ostensiblement et souvent outrancièrement non, désolé, vous oubliez tout ça et je recommencerai pas le post à cause de ça, mais je suis en train de vous dire une bêtise. C'est exactement le contraire. Il est capable, le manipulateur pervers, il est capable de démontrer ostensiblement et souvent outrancièrement un altruisme, une générosité qui confine à l'abnégation pour l'œil extérieur non averti. Le manipulateur s'arrange pour paraître et demeurer esclave, consentant, au sein de situations particulièrement éprouvantes, telles que être seul responsable pour la bonne gestion de tâches ardues, ou bien agir en martyr dévoué auquel on doit tout. Et au cœur de ces circonstances, il puise une force artificielle à laquelle il donne crédit, c'est-à-dire la valeur du héros, quotidiennement aux prises avec une adversité souvent banalisée. Il est par conséquent très habituel de voir ces personnes prisonnières, entre guillemets, d'un contexte douloureux
qu'elles subliment en même temps que leur propre personne, c'est-à-dire par exemple élever un enfant difficile, malade ou handicapé, ou encore s'occuper d'un parent âgé dépendant, ou encore prendre en charge des êtres démunis en prétendant être seul à pouvoir maintenir un équilibre, être seul à pourvoir, maintenir un animal en survie à n'importe quel prix, en dépit de ses souffrances, afin de susciter l'admiration devant une telle sacrificielle acceptation. Ça, c'est très, très, très pervers aussi. Et c'est très possessif en même temps. La personne qui n'a rien compris de ce qu'est la vie. Et alors, très souvent, ces manipulateurs ou manipulatrices, hein, je répète qu'on prend ici, moi j'ai pris le parti de mettre au masculin, parce qu'on parle d'un sujet, mais bien entendu, c'est les hommes et les femmes. Alors, ce manipulateur, eh bien, il est, comment dirais-je, il mise sur la carte du dérèglement physique ou mental. Hein, voilà. Le sujet pose une énigme familiale, il représente une problématique de nature à inquiéter tous ceux qui tombent dans le piège et qui se font du souci pour lui, alors qu'il n'a pas décidé de guérir ou d'adopter une meilleure attitude. Attention. Et tout ça afin que perdure le climat d'anxiété dans lequel il se donne le pouvoir de maintenir son entourage. Voilà, c'est à l'abri de ces 4 murs qu'il abat son masque, si bien que lorsque ses victimes oseront se retourner contre lui, personne ne leur accordera le moindre crédit. Ce sont elles que l'on taxera d'affabulatrices ou de malades mentales. Le manipulateur pervers ne reconnaît jamais ouvertement ses torts. Il se joue du vivant, comme le chat tourmente sa proie avant de la tuer. Le manipulateur pervers ne recherche pas la mort de l'autre, il veut juste la faire souffrir. Il veut juste sentir les indicateurs de sa puissance à travers la détresse, la soumission, la peur qu'il suscite chez l'autre, décidément. Et pourtant, je ne veux pas chuchoter, croyez-moi, je veux le dire à haute et intelligible voix. Si d'aventure la victime parvient à s'autonomiser, si elle réussit à penser par elle-même et ne démontre plus aucune forme de componction, alors elle est violemment rejetée sans aucun état d'âme. Le manipulateur pervers ne supporte pas que l'on puisse lui échapper, ce qui le ramène à sa propre dépression, à sa béance infinie et au constat de sa privation de contrôle. Il n'imagine pas que l'être qu'il a pu soumettre pendant des années puisse un jour s'épanouir hors de sa dictature. Quelqu'un l'aura forcément endoctriné, hein, selon son propre mode opératoire, évidemment. Et pour se libérer des griffes d'un manipulateur pervers, il est vain d'invoquer le raisonnement, le bon sens ou la cause sensible, le supplier comme s'il pouvait comprendre, ou bien se laisser attendrir, est une hérésie profonde. Ça, vous le verrez également dans la société, quand vous avez un problème administratif ou autre, et que vous essayez de faire en sorte que l'on vous croie, ou que l'on ait confiance en vous, ou que vous démontrez votre bonne foi, ou on va me comprendre, Non, ça n'est pas possible. Ce ne sont pas des êtres humains, déjà, pour commencer, et ils sont là pour vous détruire. Et plus vous vous débattez, et plus ils rigolent. Alors, sachez bien, ce type d'individu ne réfléchit pas normalement. Ce sont des personnes très abîmées qui se réjouissent de vous voir tout entreprendre pour contourner leur froideur. Elles se nourrissent de votre souffrance et la leur montrer n'aboutit qu'à leur donner du grain à moudre. L'on se libère d'un manipulateur pervers lorsqu'on a compris qui l'on est en totalité. Lorsqu'on a trouvé en soi la stabilité nécessaire pour affirmer que l'on est inaltérable et que par conséquent vous n'êtes plus manipulable, c'est le seul moyen. On se libère des attaques d'un manipulateur pervers et des mémoires vibratoires dont il a creusé les marques uniquement quand on commence à percevoir clairement
tous les vices cachés dans le montage du jeu. Quand on comprend quand et comment et pourquoi vous étiez la victime, quand vous réalisez consciemment que ces agissements ne peuvent plus vous porter atteinte, vous êtes alors capable de lui adresser des pensées à la hauteur de votre éveil, prenant très généreusement en compte l'état de délabrement d'un individu lorsqu'il se situe dans un tel éloignement de son être, ce qui, rappelons-le, n'a rien de comparable avec un quelconque pardon issu du mental simpliste humain. Je parle bien de lumière sur l'ombre, et non pas d'un raisonnement quelconque, fût-il bien intentionné. Le dominateur comprend alors que s'il n'a plus de poignée pour s'accrocher, ni de faille pour contraindre au chantage affectif, il comprend qu'il n'a plus la main, il n'impressionne plus, il est perdu. Il le comprend aussi instinctivement qu'il avait repéré la présence d'une faiblesse au départ de la relation. Ce constat l'éprouvante et il se sent découvert en son mode de fonctionnement par intimidation et son processus d'intimidation lui-même n'a donc plus lieu d'être. Ses piliers et autres remparts de substitution à l'impuissance s'effondrent. Il se retrouve confondu face à lui-même, c'est-à-dire face au tout petit être perdu et sans importance dans le désert de son enfance. Il tentera bien de reconquérir son terrain de prérogatives selon les mêmes stratégies qu'auparavant. Mais si on lui oppose de nouveau un mur solide d'indifférence, alors ne maîtrisant plus rien, il laissera partir son joujou en simulant que c'est lui qui le quitte. Je vous le disais tout à l'heure, c'est de ta faute, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, donc je m'en vais. Un manipulateur pervers ne perd jamais avec élégance, jamais. Il est trop paniqué pour cela. Il ne parvient pas à canaliser son mal-être et ne sait pas non plus comment le déguiser. Il a toujours vécu en déséquilibre sur un gisement de misère émotionnelle. Il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'il découvre que vous êtes devenu son obstacle insurmontable, il ne peut donc plus vous utiliser pour nourrir sa bulle d'illusion. La rupture est instantanée et souvent brutale. Elle claque comme un couperet. Le dominateur pervers ne saura plus quoi inventer pour vous détruire en son esprit. Il lui faut à tout prix se débarrasser de l'encombrant que vous incarnez désormais. Et souvent, après la rupture, la personne continue de vous détester parce que vous étiez la lumière qu'elle n'a pas pu, cette personne, absorber. Et elle continue de vous détester et de vous porter atteinte, enfin d'essayer de vous porter atteinte. C'est à votre insu, bien entendu, dans votre dos. Ce qui n'a strictement aucune importance parce que vous êtes la lumière et que la lumière ne peut pas être altérée de toute façon. Et puis ces gens-là, malheureusement, travaillent à leur insu, ils travaillent contre eux-mêmes, bien évidemment. Ça, encore une fois, mais on n'a pas à s'occuper du pourquoi, du comment, quelle sera la justice divine là-dessus. Elle viendra de toute façon et elle sera juste. Peu importe, même si ces gens sont, comment dirais-je, absous. C'est que le divin en aura choisi ainsi l'issue. C'est pas à vous à faire c'est pas à vous à faire la justice, pas du tout. Ou à la vouloir de manière humaine, certainement pas. Donc le manipulateur pervers ne peut pas reconnaître humblement qu'il a perdu la face, et pas davantage il ne reconnaît en lui les dispositions suffisantes pour s'adapter et grandir. Il est coincé au fond de cette impasse émotionnelle, et c'est dans un concert de bruyantes démonstrations, confirmant au passage son désarroi infantile, que le manipulateur pervers vous invente les travers que vous n'aviez pas. Il vous chosifie pour mieux se sentir capable de vous rejeter. Il voit en vous le monstre que vous n'avez jamais été, mais qui en revanche le caractérise parfaitement. Et ça, malheureusement, si vous avez ces expériences à faire, et vous les aurez forcément à un moment donné, vous verrez que tous ces mots-là vous reviendront dans leur précision
et dans leur justesse. C'est pour ça que je l'enregistre en tant que podcast, que vous pourrez entendre et réentendre, parce que ce sont des choses dont j'ai malheureusement expérimenté à de nombreuses reprises l'effet. En dernier ressort, quand tout est perdu et qu'il n'a plus de sortie ou de terrain de rebondissement possible, il s'autodétruit. Et pour le dominateur pervers, devoir estimer ses échecs est inimaginable, car il ne se sent pas assez apte à pouvoir se transformer. Et c'est là que les gens vous disent puisque je gâche tout ce que je touche, eh bien je n'ai plus qu'à me suicider. Ah oui, ça arrive aussi. Hein. On vous fait, c'est surtout dans les couples, hein, ça, on vous fait miroiter toutes sortes de choses. Ça va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, on vous fait la grande scène du 4. Voilà, après, oui, j'ai été trop loin, je vais changer, oui, c'est de ma fin. C'est prévisible, hein, moi, vous savez, ces discours-là, je les connais. Je peux vous dire à l'avance comment un manipulateur pervers va réagir à ce que vous avez dit. Les phrases, elles sont malheureusement presque stéréotypées. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors oui, au début, c'est le refus, après, c'est on se met en colère, après, c'est tu trouveras jamais quelqu'un d'autre comme moi, après, c'est vous dénigrer, après, on en vient aux gros mots, enfin, il y a tout, c'est tout. Puis après, on vous dit oui, effectivement, j'ai été trop loin, je regrette, alors on vous fait croire pour que l'autre revienne, et puis si malheureusement vous revenez, eh ben, vous en reprendrez dans le dos 6 mois après ou même bien avant, enfin bref. Un être frustré est toujours porteur d'un niveau de conscience très abaissé. Il manifeste donc son dépit par les seuls vecteurs d'expulsion qu'il connaisse, comme je viens de vous l'expliquer, la violence, la colère, la vulgarité, la haine, la menace, etc. Et puis, quand il a épuisé tout son stock de venin, il tente une ultime pirouette, le regret, la prise de conscience de ses excès, l'imploration du pardon, l'affirmation d'impossibles changements qui rendraient caduques les fautes du passé, etc., 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 et plus point de suspension après, etc. Enfin, à l'expiration d'une période plus ou moins longue, selon ses capacités de rebond après un échec, il fera volte-face et s'enfuira loin de l'objet perdu. Cet objet est devenu l'ennemi, mais désormais il sait qu'il ne peut plus le vaincre, et puisqu'il ne peut être gagné, eh bien le défi perd tout attrait, en même temps que celui ou celle qui en était la cause de ce défi, bien évidemment. Les manipulateurs pervers sont partout, ils apparaissent sous toutes les formes et sévissent dans tous les milieux. Alors là encore, on va faire une liste un petit peu de tout ce qui se passe. Alors ça peut être un conjoint vindicatif, oppresseur, jaloux, ou celui qui corrompt l'existence du conjoint divorcé, n'hésitant pas à prendre ses propres enfants en otage pour satisfaire ses caprices à la manière dont un animal pisse pour marquer son territoire. Ça peut être également le parent névrosé qui instrumentalise son enfant, croyant de cette façon réparer son propre échec de vie. C'est encore l'individu qui martyrise ses animaux ou celui qui se cache derrière la prétendue agressivité d'un gros chien, croyant inquiéter les dupes, ne sachant pas déceler la raison du transfert. C'est encore l'employeur indélicat, harceleur, ou encore celui qui conditionne des personnes à l'esclavage moderne. C'est peut-être aussi le professeur qui enseigne et note avec des mesures de favoritisme ou d'exclusion affichées. C'est peut-être également le médecin qui impose des traitements violents sous la menace ou qui joue sa toute-puissance face à un malade naïf. Ce dernier, lui faisant confiance, se laisse embarquer de traitement en traitement sans oser changer de praticien ou pouvoir poser un terme à tant d'incompétence. C'est encore le tétraplégique dont le regard et le verbe pénalisent la terre entière au travers de la société en particulier pour l'épreuve dont il se croit victime. Ça aussi, ça existe. Hein. Je ne stigmatise absolument pas les gens qui sont atteints de handicap.
Ils ne sont pas tous pareils, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui réagissent comme ça. On le voit bien dans la vie de tous les jours, malheureusement. C'est encore le commerçant mercantile qui impose sa loi et ses prix quand la conjoncture s'y prête. Ce peut être également le télédémarcheur qui harcèle, ne serait-ce que par ses appels intempestifs, qu'il y soit ou non répondu. C'est encore le propriétaire perfide qui propose sans vergogne le mal logement et s'offusque des plaintes en criant au complot. Ce peut être également le voisin querelleur et procédurier qui rend la copropriété invivable en vertu de l'alinéa d'un article de loi lui étant favorable. C'est aussi la personne qui active frénétiquement sa canne, positionne ostensiblement son bras dans le plâtre ou arbore vulgairement sa grossesse pour remonter plus vite une file d'attente en s'accordant exceptionnellement le droit prioritaire de déconsidérer tout le monde, privilège compensatoire qui ne lui avait jamais été consenti auparavant. Cela aussi, vous le remarquerez, j'espère pour vous. C'est encore la religion ou la secte qui dicte ses lois et ne transige pas, mais accueille tous les vices en son sein. C'est encore le dépositaire marchand d'un prétendu don de voyance ou autre faculté à regarder dans les boules de cristal, n'ayant rien de plus sorcier entre guillemets que l'art de transférer les données qu'il puise à l'insu du consultant dans le réservoir énergétique du crédule qui lui fait face. Tandis que, sur le modèle des agissements d'un plus traditionnel escroc, il soutire des sommes vertigineuses aux addictifs de la prédiction en les contenant dans l'indéterminisme et l'invalidité vibratoire. C'est encore l'employé d'un service d'État qui se réfugie derrière son statut pour intimider ou pénaliser les moins avertis au nom de la loi. C'est encore l'huissier de justice qui gagne sa vie grâce à la misère humaine et se nourrit des poubelles émotionnelles des plus faibles. C'est encore le patient qui opère un transfert parental sur son thérapeute et, par conséquent, refusant d'admettre qu'il a besoin d'aide, refuse du même coup d'être guéri. Entre guillemets bien sûr, puisque personne ne peut guérir personne. Il refuse de grandir, il continue à vouloir plaire, séduire en espérant par-delà être un jour reconnu. Il veut faire croire que tout va bien, qu'il a tout compris. Il ne veut pas se sentir abaissé, il entend être considéré d'égal à égal. Ah oui, ça, vous entendrez ça aussi. Hein. Si vous aidez certaines personnes, on voudra vous considérer d'égal à égal. On commence par vous tutoyer, comme si vous aviez pris le biberon ensemble. Enfin bref, bon. Alors, quoi que le thérapeute entreprenne pour le libérer de son enfer mental, le patient s'accroche à son mal, réinterprète tout discours à sa façon, afin que les mots qu'il entend coïncident avec son propre scénario. Rien n'y fait. Il singe le thérapeute, il voudrait devenir son ami, jusqu'au moment où il est mis à nu. Et là, c'est le drame. Le thérapeute tant admiré, tellement digne de confiance, devient l'épiphénomène, l'inquisiteur que l'on blâme, que l'on charge de toutes les incompétences humaines. Hein. Ça, c'est l'enfant intérieur qui invective son parent, en fait. Celui dont il convient de se débarrasser au plus vite, si possible, en essayant de le blesser ou de le culpabiliser. Et en principe, un manipulateur pervers ne se transforme jamais, ça je vous l'ai déjà dit. La césure intérieure est trop profonde. Ces personnes sont incapables de se trouver en elles l'amour suffisant pour pouvoir combler leur trou noir. Alors ça, c'est encore un autre cas. Ce peut être encore l'être assisté, attributaire d'un service social, qui aussitôt entré dans les locaux du prestataire commence par aller laisser son empreinte aux toilettes, comme pour se donner le sentiment d'être chez lui, de dominer en ces lieux, et d'y user de tout ce qu'il juge normal qu'on mette à sa disposition. Et il s'applique également, ça s'applique également aux visiteurs animés de cet état d'esprit n'importe où qu'ils aillent. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui commence par demander les toilettes, comprenez beaucoup de choses. Il y a des cas d'exception évidemment, mais enfin.
Allez, c'est l'homme politique aussi également qui puise dans les clichés populistes et utilise toutes les récupérations possibles à des fins électorales, autant dire pratiquement tous, puisque, et en particulier les plus extrémistes, mais enfin tous, puisque c'est tous des archontes, ils font tous pareil. Alors, c'est également l'agent d'une entreprise funéraire qui, pour fourguer ce qu'il a de plus cher en magasin, profite de la détresse d'une famille endeuillée et, afin de consolider sa vente, s'appuie sur les stéréotypes relatifs au respect des traditions quant à la meilleure manière d'inhumer les morts. J'en passe et des meilleurs, et exactement. Et c'est dommage, parce que c'est pas exhaustif. Aucune limite ne saurait circonscrire la zone proxémique de ces caméléons humanoïdes, en herbe ou plus patents, mais quoi qu'il en soit, omniprésents et parfaitement implantés dans la trame sociale planétaire. Le dominateur pervers n'est que partiellement conscient de son état ou de sa responsabilité dans les conflits qu'il gère. Il est même intimement convaincu que tout repose toujours sur la faute des autres, sans l'hostilité ou les manquements desquels il n'aurait pas eu nécessité à répondre en écho, soi-disant. Sa perception du réel étant altérée, il émet ses projections mentales compulsives en croyant qu'il a tout donné pour des ingrats qui n'ont rien compris. En revanche, il est parfaitement conscient de n'avoir autour de lui que des contextes embarrassants, des êtres qui souffrent ou se rebellent, l'instrument ou l'obstacle, on l'a dit, et toutefois il paraît s'en étonner et tomber des nues en jouant la scène du grand miséricordieux qui, bien qu'immensément déçu, se résigne et se dit prêt à se sacrifier encore. Alors à divers degrés, évidemment, contrôler est la technique de survie commune à tous les dominateurs, parce que tous, de manière plus ou moins patente, vivent dans la peur, l'anxiété, le sentiment d'impuissance ou d'inadéquation. Un contrôle de tout et de soi auquel ils consacrent une énergie exceptionnelle, jusque dans la croyance de pouvoir contrôler la vie elle-même, une tâche titanesque et sans issue, conduisant à un appétit compulsionnel d'autorité, de perfectionnisme et de planification en toutes choses. C'est pourquoi deux dominateurs pervers ne sauraient vivre ensemble, sans conflit permanent. Aucun des deux ne peut envahir l'autre. Ils ne peuvent se supporter. Les opposer, c'est comme organiser un combat de coqs. Mais personne n'est condamné à périr dans ce genre de filet. Les captifs sont ceux qui se sentent démunis et impuissants face à eux, aux manipulateurs. Ceux qui, par naïveté ou par irrésolution, entrent dans leur jeu en essayant à tout prix et à n'importe quel prix aussi de ne pas les contrarier et même de leur faire plaisir. Leur conférer le pouvoir qu'ils n'ont pas, celui d'avoir toujours raison ou celui d'obtenir ce qu'ils désirent, quoi qu'on fasse, représente la première erreur. La constante également récurrente dans ce type de situation est de croire que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il suffit de céder un peu pour que la situation s'apaise. La personne sous emprise n'a généralement pas conscience de son état, ni du degré d'asservissement sous le joug duquel elle entretient sa relation. Elle espère, elle attend que son tourmenteur revienne à la raison. Elle est sûre que c'est possible et qu'il va le faire. Et c'est bien ça, bien entendu, qui détériore tout. La victime, entre guillemets, d'un dominateur pervers entretient la mémoire d'un passé au cours duquel elle a déjà vécu dans la soumission. Elle croit qu'elle est incapable d'obtenir les choses par elle-même. Elle ne se rend pas compte qu'elle a besoin de se faire porter et qu'elle est prête à tout pour que ce fonctionnement ne s'interrompe pas. Ça, c'est la première faille pour rentrer dans la manipulation, c'est qu'on croit qu'on n'est pas capable, on croit qu'on a besoin de l'autre, et qu'on demande à l'autre à ce moment-là d'être dans la compréhension et de vous donner ce qu'on lui a attribué comme pouvoir, mais il n'a pas ce pouvoir, l'autre. Alors la victime, elle est par ailleurs, enfin la victime entre guillemets, parce qu'on n'est jamais victime de rien, elle est victime entre guillemets parce qu'elle est persuadée d'être utile à son bourreau, en lui permettant de
pourvoir à ses besoins à n'importe quelle condition. La proie d'un manipulateur est toujours atteinte du syndrome de l'infirmier, ou du sauveur, hein, il y a d'autres qui appellent ça comme ça. Se sacrifier, être utile, céder pour apaiser, pour soutenir, les choses finiront bien par s'arranger, dit-on. Alors par le maintien évidemment de ces engrenages dans la relation, le manipulateur pervers et son codépendant sauvegardent la racine qui les meurtrit en commun, tous les deux. La blessure narcissique, alors là pour le coup, oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on est. On n'arrive pas à se donner la valeur que l'on a, parce que, quand je dis valeur, évidemment, ce n'est pas sur le plan de la matière, hein, parce que sur la matière, on n'en a pas, on n'a aucune valeur. Mais sur la valeur divine, on ne sait pas ce que c'est. Toutefois, les nuances qui différencient la nature par leur terrain les dissocient dans leur manière de répondre. C'est-à-dire que le premier passe en force, hein, le dominateur passe en force, et le second se retire. C'est comme pour l'électricité, je vous l'avais déjà dit, pour que le courant passe, il faut nécessairement une prise mâle et une prise femelle. Alors en résumé, pour échapper à l'emprise d'un dominateur pervers, que l'individu soit face à un être humain possessif, ou à un système social, ou à son propre mental, il convient de se montrer aussi dangereux que lui, davantage même, c'est-à-dire être celui ou celle qui n'a plus rien à perdre. Et ça, c'est valable pour soi, parce que c'est vrai qu'il y a un domaine que je n'ai pas bien abordé, là, cette fois-ci encore, il y a tellement à dire. C'est être son propre manipulateur pervers. Et ça, peut-être qu'il y aura peut-être nécessité à faire encore un troisième volet là-dessus, parce que c'est important. Bien évidemment, c'est quand on a compris qu'on n'a plus rien à négocier. Parce que aussi bien le dominateur que notre mental se fondent sur un subterfuge névrotique pour nous intimider. Tandis que chacun doit avoir compris que tout ce que l'on brigue ou ce qui vous appartient déjà ne dépend de l'action ou de la pensée de personne d'autre que soi-même. Nous devons accepter de nous dépouiller humainement pour que l'énergie puisse, dans l'amour inconditionnel, nous revêtir de notre propre somptuosité. Tant qu'il vous semble avoir quelque chose à préserver, quelque chose à quémander, quelque chose à négocier, tant qu'il vous semble que la qualité de votre vie, votre confort, vos finances, votre valeur intérieure, vos connaissances, ne procède pas de votre entière initiative et de votre libre disposition, tant que vous considérez cela, cela signifie que vous ouvrez la porte à toutes les compromissions. Au moment de l'ultime confrontation, vous ne devez pas craindre du tout, absolument pas du tout, de remettre tout en cause. Vous devez savoir et ne plus jamais oublier que tout ce que vous détenez relève de votre propre puissance, celle de votre énergie, de votre être originel. Tout ce qui vous est advenu par ce biais est inaltérable. C'est cette force-là qui précisément fait défaut à tout manipulateur pervers, y compris à votre mental humain. Le fait de savoir qui vous êtes. Et partant de cette certitude, vous ne devez jamais oublier qu'à l'instant où vous pensez en termes d'humanité, vous vous heurtez inévitablement à votre mental, manipulateur pervers par définition, vous sabotez donc toutes vos entreprises. Souvenez-vous que vous êtes une minuscule fraction de la conscience universelle, provisoirement incarnée dans un corps humain, pour manifester des merveilles sur la terre et inonder l'ombre de clarté par le biais de vos actions, de vos pensées, dès lors que vous avez accepté ce principe. Si vous l'ignorez ou que vous le refusez, ce qui est un droit que l'on respecte, vous servez alors les forces de l'ombre et leurs desseins, vous collaborez au plan de la ruine de l'humanité. À travers ce portrait type, les personnes qui m'écoutent là auront sans doute naturellement reconnu les caractéristiques qui définissent les personnages que n'importe qui peut rencontrer dans une vie. Il y a les dominateurs pervers pathologiques, virulents, toxiques, ravageurs, tels que je les décris.
mais à moindre échelle et avec des applications comportementales moins lisibles, parce que moins portées à l'excès. Il existe aussi ce manipulateur pervers que tout le monde peut avoir été, est ou sera. C'est-à-dire la personne qui de bonne foi s'est enfermée dans une bulle imaginaire pour ne pas affronter ses peurs intérieures ou ses chagrins, ses déceptions, ses frustrations. Sa vie devient alors la représentation permanente d'un scénario personnalisé, compensateur du vide intérieur sur lequel on n'aura pas osé ou pas su ou pas pu mettre les mots. Et bien sûr, ces gens souvent se saisissent d'un modèle de référence qu'ils copient maladroitement et sur lequel ils effectuent un transfert. Ils veulent à tout prix être cet autre, comme tous ceux qui vous disent « je veux à tout prix être mon âme, mon être originel », mais vous l'êtes déjà. Vous l'êtes tous déjà. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce podcast un peu long, pardonnez-moi, encore une fois. La vie, ne la montez pas en échafaudage, parce que quand tout est factice, rien ne tient. Tout est plaqué sur une pseudo-réalité qui finit par devenir un fardeau, quelque chose. C'est comme si la canne sur laquelle vous vous appuyez était déjà vermoulue. Voilà. Une multitude de gens se laissent engluer par leur conviction d'être désarmés face aux exigences de la vie ou celles de leurs proches. Mais vous avez toujours le choix. Toujours le choix. Tous, nous avons été chacun à notre manière, où nous sommes encore, pour un très grand nombre d'entre nous, le dépositaire d'une mémoire inductive de réponses erronées ou de conduite inappropriée à l'égard d'autrui. Ce que nous croyons comme étant spontané n'est que la résultante de tous les conditionnements liés à des déductions ou à des convictions inscrites bien avant les faits. Et le monde entier souffre de cette imposture, mes amis. Vraiment. Ce n'est pas l'intellect qui va diriger les opérations, mais ce sont les cellules conditionnées depuis le premier jour de votre vie. Ces cellules qui sont toutes imprégnées souvent du sentiment de petite mort, quand l'enfant tremblait devant ce parent opiniâtre, survolté ou abandonnique, déterminant l'enfant à devoir de toute façon abdiquer, se résoudre, en pensant « je n'ai pas le choix », ou bien « c'est normal, il a raison, je suis coupable », je dois faire amende honorable. Attention à cela. Attention. Mes amis, je vous laisse avec ces mots et j'espère que cela vous aura permis aussi d'observer votre vie et surtout vos propres comportements, soit que vous soyez dans la domination, mais ça n'est pas sur ces personnes que ça porte aujourd'hui, étant donné que ces personnes ne peuvent pas reconnaître les choses. Ça porte plutôt sur ceux qui côtoient ces êtres ou qui se confrontent à la société sans avoir vu clair. Et vous savez très bien que le monde ne pourra se réformer que lorsque chacun aura vu clair et ne cherchera pas à juger ou à pénaliser, mais pour apporter sa propre lumière. Je vous rappelle également, alors là sur un tout autre point, je vous rappelle également que ce podcast, bien sûr, va être diffusé sur ma chaîne YouTube et que, bien entendu, il va être soumis à des publicités intempestives. Non pas parce que ma chaîne est monétisée, pas du tout, mais c'est parce que ma chaîne a beaucoup d'abonnés et que toutes les chaînes importantes sont victimes de ce geste imposé. On impose, alors il y en a pour qui c'est parce que la chaîne est monétisée, mais d'autres c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et les publicitaires en profitent pour placer quelque chose. Nous n'y pouvons rien, nous avons cherché toutes les solutions possibles, on n'a pas trouvé la faille, on n'a pas pu arrêter ça. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez pour ceux qui me suivent,
C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, vous avez deux façons de faire, soit aller sur un autre moteur de recherche, en particulier Odyssée, soit avoir une autre manière de regarder les vidéos, je crois qu'il y a d'autres façons de faire, mais c'est également pour ça que j'avais proposé de faire ces inscriptions, de diffuser maintenant sous inscription, et naturellement, je répète que en dehors de mes ateliers, toutes les autres émissions sur inscription peuvent être gratuites. Je respecte la gratuité, mais il faut vous inscrire, c'est-à-dire vous donner votre adresse mail pour pouvoir recevoir le lien, et à ce moment-là, il n'y a plus de publicité. Voilà, je suis obligée de le répéter à chaque fois parce qu'on a beau l'avoir dit et écrit, on l'écrit sous toutes les vidéos. Avec Karine, ma très 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 précieuse assistante, vraiment de chaque jour, je l'en remercie. On a tout fait, on vous a expliqué, mais il y a encore des gens qui se plaignent et qui disent c'est insupportable ces publicités. Mais enfin, il y a plein d'autres façons de les éviter. Moi, je ne peux pas les éviter. Elles me sont imposées. Et ça me dérange autant que vous, croyez-le bien, ne serait-ce que pour le principe. Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour que les chaînes qui ont le plus possible... Ça, c'est de la manipulation perverse en plein. Hein. C'est pour faire en sorte que ceux qui ont beaucoup d'abonnés, eh bien que les abonnés finissent par lâcher l'affaire et s'en aller ailleurs parce que c'est insupportable avec les publicités, vous comprenez bien. Tous ceux qui déversent la lumière, il faut les empêcher d'être efficaces et de parler. Alors ne tombez pas dans ce piège, ne l'alimentez pas, ou alors vous êtes vous-même un manipulateur pervers, et dans ce cas-là, effectivement, ma chaîne n'a pas besoin de votre écoute. Eh bien, je me permets de redonner toutes mes belles pensées à tous ceux qui sont là, qui écoutent et qui me suivent et qui sont et qui me remercient vraiment. Vous avez une façon très touchante de me dire combien toutes ces choses vous aident à grandir, et je vous en suis profondément reconnaissante. Je vous laisse avec ces mots. Merci mes amis, merci, à très bientôt.